Nous sommes en direct du grand débat et à l'initiative du député de La République En Marche, Raphaël Gauvain. Voilà, donc le débat va commencer bientôt. Nous sommes au Cobourguignon à Châlons. Voilà, il y a à peu près, on vous dira le nombre de personnes qui sont présentes, on pourrait dire une 60-70. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents. Merci aux élus, à tout le monde d'être là. Donc c'est le dernier des débats que j'organise. Donc sur la circonscription, j'en ai organisé 8. Donc vous savez, le grand débat, donc, ça a été voulu par le président de la République à la suite des événements de novembre dernier. Alors il y a 4 thèmes. La fiscalité, la démocratie, l'organisation des services publics et l'environnement. Donc ce soir, je vous propose 2 thèmes, la démocratie et puis la fiscalité. Donc moi, je n'ai pas vocation à intervenir, même à répondre à vos questions. Je suis là pour organiser les discussions, organiser le débat. Et puis, bien entendu, je prendrai des notes et plus que cette réunion soit le plus vivant possible. Je peux juste peut-être faire une mini-intervention pour essayer de lancer les différents échanges, notamment sur la démocratie. C'est quelque chose, alors par expérience, je vous dis, j'ai organisé 8 débats et puis j'ai participé à 5 autres, 6 autres. La démocratie, une meilleure participation des citoyens à la décision publique, que ce soit au niveau local ou même au niveau national, c'est quelque chose qui revient de manière permanente. Après, c'est comment faire ça? Est-ce qu'il faut multiplier les référendums? Mais comment on fait pour concilier les référendums et la démocratie participative? Vous savez, les Gilets jaunes, c'était l'une d'ailleurs de leurs revendications, hein, le fameux RIC. C'est ça, il faut mettre en place un RIC, mais le problème du RIC, c'est que là, pour le coup, il met en opposition démocratie directe et démocratie parlementaire. Donc voilà, j'ai déjà trop parlé. Est-ce que quelqu'un veut commencer sur ces questions de démocratie, ces questions de participation? Est-ce qu'il est propre, monsieur? Oui, René Chalot, je suis de Château-le-Royal. En parlant de démocratie, moi effectivement, s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, je ne sais pas si ce type de débat aurait lieu. Vous opposez la démocratie directe à la démocratie parlementaire. Il existe actuellement au niveau du référendum 2 types de référendums. Le référendum de l'article 11 de la Constitution, qui est soit de l'initiative du président de la République, soit conjointement de parlementaires, 185, et 4,7 millions de signataires. Sauf que 4,7 millions, c'est impossible. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas 50 parlementaires, mais 500 élus locaux. Peu importe qu'ils soient municipaux, départementaux, régionaux, mais 500 élus locaux et simplement 1 million de signataires. Et à côté, un référendum d'initiative locale avec 1,5 million de signataires. D'accord, très bien. C'est très bien. Par rapport à ça, sur cette histoire de référendum de participation. Monsieur, vous voulez intervenir? Non? Pas spécialement, je suis d'accord avec ce que Hubert Piron. Je suis d'accord avec ce que disait l'interlocuteur précédent. J'avais même lu des choses qui parlaient de 500 000 signatures pour initier un référendum. Vous parliez d'un quota d'1,5 million. Bon, après, ça va un peu sur le chiffre, mais c'est vrai que les 4,7 millions, c'est infaisable. Les parlementaires, là, ils avaient bien verrouillé. C'est une réforme qui avait été adoptée en 2007 par
ce référendum d'initiative partagée, effectivement, les critères, les quotas sont extrêmement hauts. Et en réalité, dans les faits, depuis 2017, depuis 10 ans, il n'y a jamais eu, même en réalité, il n'y a jamais eu de véritable initiative pour enclencher ce référendum. Et donc la réalité, moi je trouvais intéressante, c'est-à-dire que normalement c'est 180 parlementaires et une pétition, et donc là ce sera les élus locaux. Bon, bah, on note. Je trouve tout à fait intéressant d'observer ce qui se passe dans les pays qui sont autour de nous, pour voir comment est gérée la communauté humaine, que ce soit en Suisse, dans les pays du Nord, en Italie, etc. Une très grosse réforme faite il y a quelques années en Italie, sur justement la puissance publique, qui est très concernée, et ils y sont arrivés. Donc je trouve que si on manque parfois d'inventivité, il suffit parfois d'aller voir ce qui se fait à gauche ou à droite, sans jeu de mots, pour y trouver des idées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suffisamment monsieur, allez-y. François Coutreau, allez-y, allez-y. Je rejoins tout à fait précédemment. Il faut dire que moi, ce mouvement des Gilets jaunes, je suis vraiment heureux, effectivement, qu'on soit revenu à des discussions et qu'on soit revenu un petit peu à la base de ce qui, pendant un certain temps, n'a pas effectivement été le cas. Pour ce qui est du référendum, après c'est une idée, moi je serais très partisan d'un référendum, c'est différent bien évidemment, au niveau local. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que nos maires, nos conseillers municipaux, les intercommunalités sont vraiment pour moi la base de ce qu'est les territoires, la ruralité. Et il est certain que à partir de là, quand il y a des décisions importantes à prendre au sein d'une communauté, d'une ville, etc., je pense qu'il serait intéressant, ça se fait déjà dans notre pays, notamment dans l'Est, il y a effectivement des communes et des villes qui font ce type de référendum. Moi, je serais assez partisan. Après, c'est toujours le problème, il faut organiser, ça a un coût, ça c'est clair. Mais je pense que dans une ville, moi je connais cette ville de Chalon-sur-Saône parce que j'y habite, mais il est certain qu'il y a des décisions qui auraient été intéressantes de mettre au référendum pour des choix importants concernant notre vie. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire sur le référendum. C'est vrai que sur le référendum local, sous contrôle du maire, mais on a aujourd'hui la possibilité. C'est-à-dire que le maire a la possibilité de consulter, alors il n'est pas lié, c'est juste une consultation, mais ça n'a pas force de loi, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne remplace pas la délibération du conseil municipal, et surtout il n'y a aucune obligation. Et il n'y a pas d'initiative, comme le référendum, d'initiative citoyenne, ou une pétition dans une ville où on demande, et le maire est obligé de consulter les citoyens de la commune sur une mission. Vous savez que ça n'existe pas. C'est ça qui serait une bonne idée. Multiplier les référendums dans notre constitution, mais également au niveau local. Monsieur. Alors, un micro, je disais rien. Le problème aussi, en regardant la Suisse, beaucoup de référendums de participation est très très modeste. Et donc, si on est à 30%, pourquoi faire un référendum? C'est pas, il faut soit on met carrément le vote obligatoire, ou parce que si on a que un très faible nombre, ben ça vaut rien. Quoi. C'est assez vrai. Quand on regarde en Suisse, alors c'est vrai qu'ils votent en Suisse ou aux États-Unis, en Californie, où ils ont énormément, comme ça, des référendums, d'initiatives citoyennes, où ils sont énormément consultés. C'est vrai que les taux de participation sont assez faibles. Donc le problème de ça, quand on a une faible taux de participation, c'est qu'on peut être la proie d'une minorité qui va voter et qui est influencée par les autres. C'est toute la difficulté et tout l'équilibre qu'il faut trouver par rapport au référendum. Alors, l'une des solutions, ce serait de rendre le vote obligatoire,
ça fait partie aussi, vous avez pu le voir dans les différents débats, on pose la question du vote obligatoire. Et alors, est-ce que, pour résoudre le problème de l'abstention, parce que là, dans le pays, on a un problème d'abstention, on va voir dans les européennes, est-ce que véritablement ça va mobiliser les gens, etc. Est-ce que pour résoudre l'abstention, il faut rendre le vote obligatoire? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis assez sceptique. Monsieur. Excusez-moi, non, au micro. Nos voisins, Hein? Le vote est obligatoire. Mais ça, alors, je sais pas. Ça fonctionne. C'est dans les retours des différents du grand débat de rendre le vote obligatoire et de le coupler avec, parce qu'il faut qu'on le rend obligatoire, plusieurs qui vont dire oui, moi, là je vais voter, mais je suis pour aucun candidat. Et donc là, à ce moment-là, on reconnaîtrait le vote blanc. Autrement, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Et donc même pour toute élection. On va retomber dans le même système qu'aujourd'hui. Exactement. Les élections à 25%. Monsieur. En parlant de vote, et surtout de C'est mieux le micro. En parlant de référendum, il y a une chose qui est constatée, c'est que les gens ne répondent jamais à la question. Donc, on a vu dernièrement chez les Britanniques ce que ça a pu donner et dans quel état ils sont maintenant. Ils ne peuvent même plus prendre de décision. Suite à un référendum, oui ou non. Vous voyez la prudence en la matière. Ils ont répondu oui pour sortir de l'Europe et maintenant ils sont prêts à refaire un référendum pour y rentrer à nouveau. Vous voyez? Donc, je pense que le référendum est une chose à manipuler avec précaution. C'est valable, par exemple, si nous changions de constitution, elle devrait être approuvée par oui ou par non par tous les Français, comme l'a été celle de la constitution de 1958. C'était autant important parce qu'avant 1958, vous n'aviez pas un gouvernement qui durait plus de 3 semaines. Donc il fallait apporter au pays une stabilité statutaire. Donc le général de Gaulle a décidé de faire établir une constitution et de la faire valider par les citoyens. Mais sur des questions qui prêtent à confusion, sur des questions qui peuvent avoir des conséquences invraisemblables, je pense qu'il faut être très prudent et se matière. Est-ce que quelqu'un veut Madame la conseillère. Oui, Claudette Brunet-Leschenot, je suis conseillère départementale. Alors, monsieur, ce que vous venez de dire, j'allais le dire. C'est-à-dire que le référendum lié à la Ve République me pose problème. La Ve République, elle est née, vous l'avez rappelé, 58-62, mais je me souviens aussi que certains de nos pères avaient voté contre. Et pourquoi ils avaient voté contre? Parce qu'ils avaient effectivement peur d'un pouvoir personnel et peur d'utilisation, peut-être, avec assistance, peut-être utilisation du référendum. Il se trouve que le général de Gaulle n'en a pas abusé, mais on ne sait jamais qui peut être élu président de la République. Or moi, je vais dire une chose qui est peut-être pas du tout populaire aujourd'hui, mais je ne suis pas favorable à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, tel qu'il est fait aujourd'hui. Pourquoi? On l'a bien vu lors de la dernière élection. Nous avons été tous partagés sur des choix. Nous n'avons pas eu vraiment le choix pour tous les républicains. Moi, dès le premier tour, alors que ce n'était pas forcément naturel, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que je voyais bien ce qui allait venir après. Dire que je suis contente de tout aujourd'hui serait mentir. Et dire que le président de la République exagère serait mentir aussi. En revanche, je suis très réservée sur ce pouvoir vertical qui s'assied sur les corps intermédiaires, sur les partis politiques, les syndicats. Alors, tout le monde en a profité de ça.
à la fois le président de la République a joué là-dessus. Les Gilets jaunes ont aussi remis en cause tout ça. Sauf qu'on se rend bien compte que quand il n'y a plus d'intermédiaire et que le pouvoir vertical n'a pas d'interlocuteur, eh bien, ça donne, j'allais dire heureusement, ce grand débat dont il sortira peut-être quelque chose, parce que s'il ne sort rien, ce sera dramatique. Il faut absolument qu'il sorte quelque chose. Sinon, ce serait une immense déception pour tous ces gens. Alors, sur les ronds-points, il y a eu de tout. Il y a des gens malheureux, il y a des gens... Enfin, c'est difficile à expliquer ce mouvement. Mais très franchement, pour revenir à votre intervention, moi je suis vraiment très réservée sur la Ve République, l'élection du président de la République au suffrage universel, et surtout direct, et surtout l'utilisation du référendum. Imaginez Marine Le Pen avec un référendum. Moi, je crains, si vous voulez, une constitution, elle est faite pas seulement pour un homme, elle est faite pour durer dans le temps. La Ve République a montré sa résistance au fil des années. Vous avez soulevé effectivement l'instabilité des gouvernements sous la 4e République, oui, mais il faudrait peut-être essayer d'inventer autre chose, d'inventer un système intermédiaire. Et sachant que vous avez tout à l'heure fait allusion aux élus locaux, moi je suis quand même très déçue, vous pourrez le comprendre, après toutes ces années d'engagement dans la vie politique, que je termine. Très franchement, quand je vois tout le travail qui est fait par les élus locaux, que ce soit les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, et que les citoyens ne savent même pas de quoi on parle quand on parle du département, quand on parle de la région, que les journalistes au niveau national ne font même pas allusion à ces élus locaux, ou très peu, on a l'impression qu'il y a le président de la République, éventuellement des députés, et puis après, on a une masse de population qui voudrait participer pour certains et pour d'autres qui n'ont qu'une démarche individuelle. Alors vous savez bien que l'intérêt général n'a jamais été la somme des intérêts particuliers. Je pense que là, nous avons tous une responsabilité, tous les citoyens qui sont engagés ou non, mais qui ont envie de défendre les valeurs de la République. Nous avons vraiment devant nous un défi qui est difficile à relever parce qu'on sent bien un malaise dans le pays, on sent bien que tout peut partir en vrille à n'importe quel moment et que tout ceci est dangereux. Donc le référendum, pour revenir au thème qui était là tout de suite, moi je suis très réservée. On a vu d'ailleurs, vous avez raison, vous l'avez dit, les gens ne répondent pas forcément à la question posée. Quand De Gaulle, en 69, a voulu faire la réforme régionale, la régionalisation, la réforme du Sénat, la réponse a été non. Les gens ne répondaient pas forcément à la question posée. Quand on a vu en Italie Matteo Renzi, qui a fait le même type de réforme, enfin de volonté de réforme, c'était le dégagisme, qui est parfois très à la mode, là aussi il s'est cassé le nez. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui le Brexit, les Anglais effectivement, pour la plupart, s'en mordent les doigts, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et il faut faire attention aussi, si on consulte les populations, et j'en terminerai là-dessus, de ne pas faire le contraire le lendemain de ce qu'on leur a demandé hier. On a vu sur l'Europe le vote qui a eu lieu, après on a fait le contraire. Et ça, c'est pas bon pour l'action publique. Et très franchement, je crois que là-dessus, il faut être très très prudent. Alors, est-ce que... Merci. Alors, comme on parle d'élu local, je ne peux pas ne pas, en tout cas, m'exprimer sur ce sujet. Donc, moi, je suis Alain Soupayet, je suis élu local, je suis maire de Châtellon-en-Retz, une petite commune à côté de Chalon, que vous connaissez certainement. Alors, sur le référendum, moi, j'ai un avis un petit peu différent. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du référendum. Voilà. Cela étant, il est vrai qu'il y a des problématiques. On ne peut pas poser des questions comme ça, de bout en blanc, et dire êtes-vous d'accord, pour ou contre, etc. Nous, dans les petites communes, finalement, enfin dans les petites communes et dans des communes comme celle-ci d'ailleurs, du référendum, je veux dire, il ne se nomme pas, mais on en fait tous les jours. On en fait tous les jours parce qu'on voit des associations, on rencontre du monde, on prend des avis, on a un projet, et finalement, quand on doit prendre une décision, mais cette décision, on la prend en connaissance de cause, et quand on fait prendre des décisions à un moment donné à un quartier ou à des habitants pour une problématique très particulière, eh on sait que quand on leur pose la question, ils risquent de répondre vraiment dans l'exactitude par rapport à la question posée. Alors ça, c'est à petite échelle, évidemment, mais ça veut dire que c'est une culture qu'il faut. Et
c'est la culture telle qu'elle est faite aujourd'hui dans ce type de débat. Demain, il faut qu'elle soit faite également, qu'elle soit prise en relais par les petites collectivités, des collectivités comme celle-ci par exemple, ville moyenne ou peu importe. Et tout à l'heure, la remarque qui était posée sur comment peut-on valider un référendum, et notamment, alors il y a un chiffre qui circulait de 500 élus locaux, alors je ne sais pas si c'est 500 élus locaux, je ne sais pas si c'est 1000, 1500, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait de toute façon une représentation de ces élus locaux, que ce soit des villes moyennes, des villages, des petites villes comme la taille par exemple de celle de Chalon en ville moyenne, etc. Donc je crois que c'est cette culture-là qu'il faut mettre en place. Et là, encore une fois de plus, je pense que les élus locaux ont leur rôle à jouer. D'ailleurs, c'est simple, il faut regarder ce qui marche. Par rapport à la crise des Gilets jaunes, on a été les premiers, les maires, sans d'ailleurs qu'on nous dise quoi que ce soit, à mettre les cahiers de doléances dans nos mairies. Moi, dans ma mairie, j'ai des gens qui ont venu déposer des doléances, qui discutent avec eux, etc. Voilà. Voilà, et donc, peut-être, mais moi, je ne vais pas faire je vais pas dire ce qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, globalement en France, c'est comme ça que l'information est revenue. Et donc, effectivement, là, je te rejoins sur ce sujet-là. Les élus locaux, il faut qu'ils reprennent une place au sein de l'organisation politique de notre pays. Je pense effectivement que c'était un petit peu abandonné. Ça ne date pas depuis quelques mois, ça date déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je pense qu'il faut redonner cette place-là. Il faut redonner une culture du référendum à la population. D'ailleurs, il ne faut pas maintenant poser simplement des questions, on va faire le référendum. Il faut intégrer cette culture et il faut que les élus locaux puissent s'approprier ce type de sujet. Et après, on peut aller très loin, puisqu'on parle de référendum au niveau national, mais effectivement, très justement, on peut parler aussi de référendum local. Vous voyez toute la puissance qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir sur les histoires de référendum, notamment ce qui était soulevé dans les deux interventions, cette culture du référendum. Et c'est vrai qu'en France, la culture qu'on a, ça a été soulevé, c'est plus une culture de référendum plébiscite. Et le risque qu'il y a, est-ce que, après on peut le changer, multiplier les référendums et donc que là les gens ne soient pas, ce soit pas le risque du référendum mis en place par Le Pen, qu'il soit ou autre, donc qu'il soit de manière plébiscitaire, pour essayer d'imposer des choses de manière extrêmement violente. Comment faire pour faire évoluer ça? Et alors après, il n'y a peut-être pas, peut-être pas moi de répondre, mais il n'y a peut-être pas que le référendum pour permettre de faire ou respirer notre démocratie ou faire mieux participer les citoyens à la chose publique. Le référendum, c'est peut-être l'un des moyens. Monsieur. Moi, je ne parlerai pas de la culture du référendum, mais de la culture de la participation. Ça commence certainement dans les communes. Comment se joue la participation aujourd'hui dans les communes pour prendre en considération tous les citoyens de la commune? Toujours par en haut. Il n'y a pas assez d'écoute et de participation à partir de la vie concrète. Les gens ne se sentent pas engagés dans des décisions même municipales. Je pense que le fonctionnement même des journées de décision, la décision prise, elle arrive, elle n'est pas toujours discutée, mal discutée. Il y aurait peut-être à prendre un peu plus de temps, à savoir comment. Moi, je crois qu'il faut rénover déjà la façon du fonctionnement de la commune, pour après passer à des situations, à des parcours plus larges, tels que le département, tels que la région. On remet en cause un peu des fois la région. Pourquoi? Donc je crois que ce qui est important, c'est pas simplement d'institutionnaliser une démarche qu'on va faire une fois, deux fois. C'est de voir comment se joue une participation de la vie des citoyens à tous les niveaux. Voilà. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Et très très vite, je voudrais juste rajouter le rôle de la parole, le rôle des pouvoirs.
Parce que très vite aussi, il y a des milieux qui se sentent très à l'aise dans la manière de fonctionner, et d'autres qui sont au loin, qui ne se rendent pas compte que des choses leur tombent sur la tête. C'est décidé, on ne sait pas pourquoi et comment. Voilà, je voudrais donc passer du temps à développer des rencontres dans les mairies, à développer plein de choses. Voilà. La vie des quartiers, il n'y a pas des quartiers plus, il n'y a pas des quartiers moins, il y a des quartiers qui vivent, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer. Il y a des paroles à prendre en compte et on les oublie. Et quelquefois, pour avoir la parole, il faut faire des démarches. Plus de participation, monsieur. Donc pour rebondir, cette histoire de référendum. Oui, pour répondre, vous êtes de quelle commune, monsieur, vous faites ce qu'on... Oui, bienvenue à Châlons comme moi. Ouais, James de Châlons. D'abord, je voulais, au sujet des élus, rappeler que, ma foi, en tant que citoyen, moi je pense que nos élus, quels que soient les bords, d'ailleurs politiques, sont très présents sur Châlons, sur région, sur Grand Châlons. Remarquez et remercier que Marie Mercier, sénatrice, est là avec nous, s'il en est. Au niveau des référendums, est-ce qu'il faut vraiment avoir recours à des référendums pour que tout à coup, nos concitoyens se sentent citoyens? Tandis qu'il y a merci aussi, très jolis propos, pour que d'un seul coup, là où on n'a pas envie d'aller voter, aux Européens, on va voir encore, c'est désastreux l'année dernière, n'est-ce pas, et on est là pour éviter tout ça. D'un seul coup, on va tous aux urnes. D'un seul coup, on est citoyen. Alors quand on parle de haut et de bas, je pense que quand on donne des droits, il faut aussi en utiliser, en user, pas en abuser. C'est pour ça qu'il y a des référendums. Est-ce qu'il faut faire un référendum premier pour dire, est-ce que vous voulez des référendums? Amusant, non? Je suis artiste, hein, désolé, mais premier référendum, êtes-vous pour les référendums? Sympa aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut des personnes, et souvent bénévoles, qui doivent se mobiliser à organiser tout ça, à tenir des bureaux de vote, on va voir. D'accord? À venir, donc voter. Alors, obligatoirement rendre le vote, mais la citoyenneté, et surtout la rappeler qu'on n'est pas que citoyen quand on râle et qu'on n'a pas en amont été dans ce qui est jusqu'ici, l'institution 5e République, dans les bureaux de vote, et qu'on n'explique pas ou qu'on n'essaye pas de comprendre que la France a son autonomie, mais que l'Europe est une réalité et que personne ne pourra spolier l'Europe. Voilà. Merci. Alors, je pense que c'est question, madame. Alors, moi, on est quelques-uns à être membres du mouvement TD 40. Et je pense que notre intervention, c'est de dire, alors c'est pas le référendum, c'est dans toute consultation, comment on va chercher et comment on va associer les plus exclus. Quels moyens on va prendre, parce que c'est pas évident d'être citoyen. C'est pas facile d'être citoyen. Ça demande de maîtriser des informations. Rien que par exemple le texte là pour aller sur Internet, il est difficile à comprendre. Comment on prend les moyens dans notre société de rejoindre les plus exclus et ça demande de prendre des moyens. Je vais essayer de faire court, mais de prendre des moyens de temps, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir été longtemps à l'école. Il y a maîtrisé un certain vocabulaire. Le vocabulaire n'est pas évident pour tout le monde. Ça demande du temps. Ça demande de trouver des moyens. Voilà, qu'on cherche les moyens pour que les plus exclus puissent s'exprimer, parce qu'ils ont envie de participer à la vie de la société, mais il faut aller vers. Il faut faire des ponts, parce que les ponts, ils ne sont pas évidents. Être citoyen comme ça, spontanément, pour participer à la vie de la société, on a tous envie, mais il faut trouver les moyens, les passerelles. Voilà. Hein, et c'est pour ça qu'on se rend compte et qu'on échange, mais il y a des moyens à prendre, de vocabulaire, de temps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces sujets? Alors, monsieur Allegri encore. J'ai été élu pendant 13 ans à Fresnes, et pendant toutes les réunions de conseil, nous n'avions personne pour écouter les débats. Vous n'avez personne. Ouais.
on faisait des réunions publiques, il y avait 50 personnes. Donc, on dit déjà, les gens ne vont pas en avant à la recherche d'informations. Et il faut trouver des moyens pour aller, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que organiser un référendum en soi, c'est pas magique. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup plus de participation, on aille plus vers les citoyens, ou organiser des référendums, ou mettre le vote obligatoire, c'est pas qu'avec ça qu'on va régler tous les problèmes. Il faut mieux faire participer les citoyens à la décision publique, et donc aller vers eux, et les faire participer, notamment au niveau local, comment mieux les faire participer. Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça? Alors après, il y a d'autres sujets qui sont dans le grand débat. Hein? Je ne pense pas la parole, mais il y a le rôle de l'école. Le rôle de l'école, ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Alors il y a d'autres sur la démocratie, il y a d'autres sujets, notamment en débat. Il y a notamment la réduction du nombre de parlementaires. Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça ou des interventions? Monsieur, allez, réduction du nombre de parlementaires. Non, c'est pas... Assemblée nationale comme Sénat. Après, monsieur. Bonjour, Thierry Laporte. Ou pas là-dessus, d'autres choses. Hein. Non, je voudrais revenir sur, pour moi, le problème du référendum vient du fait qu'on n'a pas vraiment de contre-pouvoir en France. Oui. Le président est élu pour 5 ans, vous êtes élu en même temps pour 5 ans. Le seul contre-pouvoir, il est dans la rue, malheureusement. Tout à fait. Et je pense que peut-être des élections de mi-mandat pourraient peut-être inverser la donne. Alors, en fait, les élections de mi-mandat, ce serait de réduire. En fait, là, pour le moment, le gouvernement a une stabilité politique grâce à l'institution de la Ve République pendant 5 ans. Ça lui permet de prendre des décisions, d'avoir du temps pour gouverner, parce que gouverner, c'est aussi ça, la démocratie, c'est ce qui permet de gouverner. Donc, il lui donne un certain temps, un temps plus long, pour pouvoir prendre des décisions, même courageuses, réformer le pays, etc. Et avoir le temps de le faire, que les décisions soient prises, etc. Est-ce que 5 ans, alors c'est vrai que dans les autres démocraties, c'est plus quoi? Alors les États-Unis, c'est particulier, c'est 2 ans, mais c'est particulier. Parce que c'est pas un système, parce que nous, en fait, c'est un système parlementaire. Donc, mais est-ce qu'il faut, dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, c'est 4 ans? Ça aussi, ça peut être. Est-ce qu'il ne faut pas réduire? Alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut aussi réduire le mandat présidentiel? Ben, c'est de 5 à 4. Peut-être le découpler. L'augmenter et puis diviser en deux. Voilà. Ouais. Revenir à 7 ans, mais par contre, avoir des vraies élections mi-mandat. Parce que 2 ans, ça me paraît trop court. Non, mais avoir 4 ans et 4 ans, mais décalé. Voilà. Comme aux États-Unis, par exemple. Ben, c'est peut-être ça. Monsieur. Oui. Moi, je serais plutôt favorable à la diminution du nombre de parlementaires. Bien sûr. Je ne serais pas pour la suppression du Sénat. Non, mais on peut le défendre. Moi, je le défends. Ouais. Donc, je serais plus pour qu'on diminue substantiellement le nombre de parlementaires. De toute façon, on est dans une situation qui est quand même compliquée, où on a une charge de dépenses publiques qui est... il faut quand même arriver à serrer un peu la ceinture. Et je pense qu'il faut repasser au crible l'ensemble du dispositif, corps intermédiaire inclus, etc. Par contre, il faut que les parlementaires aient les moyens d'exercer leur mandat. Donc je ne suis pas pour mettre des tournevis dans tous les coins. Je pense qu'il faut partir des besoins, comme dans la plupart des situations de vie qu'on peut traverser. On part d'une évaluation des besoins, on les priorise, on met des moyens en face, compatibles avec les budgets dont on dispose, et puis on exécute. Et comme en toute bonne mise en place de démarche qualité, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et on le prouve. La plupart des entreprises privées fonctionnent comme ça, et c'est comme ça qu'elles font du chiffre d'affaires. Vous devez le savoir, hein, puisque vous n'avez pas toujours été en politique. Non. Et je pense qu'on ferait bien de s'inspirer de ce qui se fait dans le privé au service de la communauté humaine française. Voilà. Je m'arrête là. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je peux faire juste une petite parenthèse sur la réduction du nombre de parlementaires. Ce qui est aujourd'hui, alors vous savez peut-être, sans doute, mais il y avait, avant l'épisode des Gilets jaunes, etc., il y avait en discussion un projet de réforme constitutionnelle où il y avait ce
ce projet de réduction du nombre de parlementaires. Et donc, ce qui était prévu, alors après, bien sûr, dans le cadre du grand débat et des différentes remontées, peut-être que ça va changer, mais en tout cas, ce qui est prévu à l'heure actuelle, c'est de baisser, Assemblée nationale comme Sénat, de baisser le nombre de parlementaires de 30%. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est 577, et on descendrait à 400. De manière pratique, en Saône-et-Loire, aujourd'hui, il y a 5 députés, on passerait à 3 députés. Donc des circonscriptions qui sont beaucoup plus grandes. Et au Sénat, alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres du Sénat en tête, mais 348 et vous passeriez à 300. Non? Un peu moins. Pour le département de Saône-et-Loire, ça donnerait 2 sénateurs. Et ça donnerait 2 sénateurs. Voilà, à l'heure actuelle, c'est 3. Et donc cette réforme, juste pour finir, pour vous éclairer totalement, cette réforme, vous savez qu'aujourd'hui, les députés sont élus au suffrage universel direct, bien sûr, mais par circonscription. Donc il y a aujourd'hui 5 circonscriptions, et puis là il y en aura 3, et donc c'est à 2 tours. Premier tour, c'est les 2 premiers qui sont en tête, qui vont au deuxième tour, donc par circonscription, et on couplerait ça avec les circonscriptions, avec une liste dans les 400, une liste de 60 députés nationales qui là seraient élus à la proportionnelle. Ce qui permettrait d'avoir un équilibre entre le vote par circonscription, donc là un député qui est plus proche du terrain, et puis ce qui permet aussi d'avoir ce qu'on appelle le fait majoritaire, donc d'être sûr d'avoir une majorité, et de coupler ça avec une représentation à la proportionnelle pour que l'ensemble des partis, l'ensemble du spectre électoral soit représenté à l'Assemblée. Monsieur, si vous avez des réactions par rapport à ça, d'autres propositions, si vous trouvez ça bien, pas bien. Moi, je pense que je vais à contre-courant parce que je suis contre la diminution des parlementaires. D'accord. Eh bien non, vous n'êtes pas le seul, ça existe. Moi, je suis contre parce qu'actuellement, la population en France augmente, donc on a besoin de plus de parlementaires dans la mesure où ils veulent faire leur travail et être au plus près de la population. Moi, je pense que ce serait une faute, comme en Saône-et-Loire, de descendre de 5 à 3. Parce que les parlementaires ne pourront pas être partout et être à l'écoute de tout le monde et rencontrer les gens pour pouvoir refaire remonter au niveau national les revendications de ces gens. Et puis, c'est pas en diminuant le nombre de parlementaires, c'est pour avoir des économies. Je ne pense pas. Ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il faut, au contraire, donner aux élus les moyens de fonctionner et de bien fonctionner. D'accord. Par rapport à ça, quelqu'un veut réagir. Diminution, augmentation du nombre de parlementaires. Madame, après madame. On parle des parlementaires. Bon, moi, c'est vrai aussi, je suis pour la diminution et aussi beaucoup de suppression des privilèges. Privilèges, je fais d'accord. Ah non? Non, mais comment on peut en parler? Ah, non, on va en parler. Tout est relatif, quoi. Parce que là, on parlait de transparence, là, il y a une transparence totale. Non, mais il n'y a pas simplement les parlementaires à réorganiser. Il y a toutes les collectivités territoriales. Là, il y a eu un gâchis énorme quand on a regroupé les régions. En fait, il y a du double emploi, il y a les communautés de communes. On parle suffisamment de millefeuilles, mais personne ne fait rien. Si, il y a eu un gâchis monstre sous Hollande où il a réuni les régions, ce qui fait que maintenant, il y a double dépense. Moi, je vois en Bourgogne-Franche-Comté, je connais bien le domaine. J'ai travaillé dans les collectivités territoriales. Croyez-moi, les élus dans les instances, commissions, techniques et tout ça, ils étaient ou pas présents, ils prenaient quand même des indemnités, ou présents, mais vraiment, ils n'avaient rien, ils étaient avec leur portable, et ils n'avaient rien à faire de ce qu'ils pouvaient se dire, quoi. Et on amenait des suggestions et tout, mais ça n'intéresse pas. Moi, j'ai travaillé longtemps. Pas tous. Ah ben, j'en ai pratiqué un certain nombre de différents départements, les commissions d'aide sociale. Croyez-moi, ça aussi, personne n'en fait rien, les commissions d'aide sociale. Ça ne durera pas le temps des impôts non plus, parce que c'est un gouffre avec les EHPAD. Vous connaissez bien l'aide sociale? Non, mais avec moi, les EHPAD, les prises en charge et tout. Donc ça, il faut revoir, il faut prendre ça au sérieux. Non, mais juste par rapport à ça, moi, je vais vous dire les choses extrêmement honnêtement. Vous l'avez souligné, moi, je suis en politique que depuis 1 an et demi. Donc je découvre aussi un monde, je découvre le monde des élus. Je peux vous dire une chose, ce sont des gens dans leur immense majorité, extrêmement dévoués à la chose publique et qui travaillent énormément. Ferme une parenthèse, moi le premier.
un dévouement, enfin, au service des autres. Alors, un député à Paris et ici sur le terrain. Pareil pour un sénateur ou une sénatrice. Et je vois aussi le fonctionnement et le dévouement des maires. Un maire qui est sur le terrain, qui lui est au contact et le premier à se faire engueuler, un député, en plus un député de la majorité, ça se fait engueuler. Mais un maire, je peux vous dire, dévouement qui est total. Et pour, vous parliez de privilèges, il n'y a pas de privilèges, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un maire, la rémunération d'un maire, je veux dire, il n'y a pas de privilège, c'est pas vrai. Et quand on parlait de savoir exactement ce qu'on fait, etc., en matière de transparence, je ne pense pas, je suis persuadé qu'on est allé extrêmement loin. Moi-même, quand j'avais suivi l'adoption de la loi 2013 sur la transparence d'assez loin, quand je suis devenu parlementaire, et même là, je vois à l'heure actuelle, on est en permanence sur le site en train de déclarer des échanges de collaborateurs, même la vie personnelle. Hein. C'est par exemple, etc. Vous le déclarez immédiatement. Et puis même moi, on vit, les hommes politiques, aujourd'hui, on vit dans une cage de verre. Alors, c'est bien, moi je trouve ça bien, même je pratique ça, hein, c'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, je le mets sur Facebook, etc. Ça permet aux gens de contrôler mon action. Je trouve ça très très bien. Mais ne dites pas, enfin, après vous pouvez le dire, mais en tout cas, mais ne dites pas que les élus ne font rien et ont des privilèges. Et, ah ouais, d'accord, voilà. Non, mais faut pas caricaturer non plus. Il y en a qui travaillent bien. Ou alors ils sont ailleurs. Ou alors ils sont ailleurs. Mais si sur Dans le micro. Non, mais vous les exprimez, mais c'est normal. Vous dites quelque chose, et voilà. Non, quand vous dites. Parlez dans le micro. Par rapport aux privilèges aussi, vous avez, pour le coup, les anciens présidents de la République, beaucoup de ministres et tout, qui continuent à bénéficier. Alors, pas les anciens ministres, ça c'est pas vrai. Non, je sais que c'est quelque chose qui tourne, c'est pas vrai. Les seules personnes qui continuent à bénéficier, entre guillemets, de quelque chose, je vous le dis, on est transparent, et qui continuent de bénéficier, non pas d'un privilège, mais d'une protection liée à leur sécurité. Oui, mais qui est liée à la fonction. Non, mais c'est une protection d'abord qui est limitée dans le temps, qui dure un certain temps, peut-être trop, il faut le voir, et d'ailleurs qui n'est pas automatique, qui peut être levé. Et en fait, c'est une protection. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'une voiture et d'une protection d'un policier. Mais il n'y a pas que les anciens ministres, hein. Il y a des journalistes qui sont... Non, madame, c'est pas vrai. Non. Ah non. Ah non, madame. Ah non. Mais non, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Non, parce que, alors là, justement, les seules personnes en France qui continuent à bénéficier d'un salaire et d'un personnel, c'est les anciens présidents de la République. C'est dans le grand débat. Est-ce qu'il faut changer ça, bouleverser ça? Peut-être, sans doute. Mais c'est les seules personnes. C'est les seules personnes. Mais un ancien Premier ministre, un ancien ministre de l'Intérieur, il bénéficie d'une sécurité liée à sa fonction, pas qu'il se fasse tirer dessus, etc., mais en aucun cas, il touche un salaire à vie ou du personnel à vie. C'est pas vrai. Je vous le dis, hein. C'est pas vrai. Monsieur. 2 points simplement. Allez-y. Le Sénat. Donc, j'ai essayé de réfléchir effectivement un petit peu sur est-ce que cette assemblée est nécessaire. J'ai donc rencontré une sénatrice que je connais et en qui j'ai confiance, et je lui ai demandé un peu de m'expliquer comment fonctionnait le Sénat, quelles étaient les dépenses, etc. Après ça, et après étude de différents textes qui ont été faits, c'est sûr que cette assemblée, elle a manifestement une place, c'est clair. Je pense simplement que dans le fonctionnement, sur ce qu'on peut lire en tout cas, il y a sûrement des adaptations à faire. Notre Premier ministre parlait de la navette parlementaire, en disant que cette navette parlementaire, fonctionnait plusieurs fois et qu'il y avait un petit peu de perte de temps aussi dans le fonctionnement. Et puis la deuxième question qui se posait au niveau du Sénat,
c'est de savoir effectivement s'il n'y avait pas lieu de le fusionner avec le Conseil économique et social environnemental, c'est-à-dire le CESE. Moi, j'avoue que de ce côté-là, j'ai lu, mais je n'ai pas l'avis. Quant à un deuxième point, qui est ce que vous disiez à propos des avantages des anciens présidents de la République. Bon, j'ai regardé quand même un petit peu. Hein. Si on regarde le montant, avec les 5 qui existent actuellement, c'est 10 millions d'euros par an. Enfin, quand même, alors, il y a un symbole, parce que c'est vrai, et il y a quand même un coût. Hein, quand vous voyez, par exemple, que M. Valéry Giscard d'Estaing, c'est 3,9 millions d'euros par an, Nicolas Sarkozy 3,3, Jacques Chirac 2,4, plus un appartement de fonction meublé plus de personnes, frais généraux à la charge de l'État, donc ça a pu changer, je crois, 2 policiers, vous en avez parlé, une voiture de fonction avec 2 chauffeurs, 7 collaborateurs, de transport en train, avion, première classe, une classe affaires. C'est sûr que moi je respecte évidemment ces personnes qui ont effectivement gouverné notre pays. On peut être d'accord, pas d'accord, ils ont effectivement eu un rôle important dans notre pays. Mais par contre, comme tout un chacun qui travaille, même si eux ils ont eu des fonctions hautes, chacun effectivement il paye une caisse de retraite. Et je veux dire, globalement, pourquoi faire perdurer dans le temps tous ces avantages? Je dis bien, ça ne va pas effectivement transformer le problème, notamment sur le plan des économies de nos institutions, mais enfin quand même, c'est effectivement un petit peu une part d'un symbole et d'un coût quand même, qui mériterait en tout cas, je pense, d'être revu. Voilà ce que je voulais simplement dire. Je suis d'accord. Oui, je voulais en fait réagir, je me souviens plus parce que entre-temps la dame est intervenue. Madame, s'il vous plaît, je voudrais vous dire quelques mots parce que vous avez effectivement connu des départements, vous n'avez peut-être pas connu les bons parce qu'en fait, je peux vous dire que en Saône-et-Loire, j'ai la présence ici d'Isabelle Dechaume, avec qui je ne suis pas forcément dans la même majorité. Mais très honnêtement, nous avons beaucoup de travail. Elle, notamment, a beaucoup de travail parce qu'elle s'occupe du social. Et je peux vous dire que si on est absent à une commission, on n'est pas payé. Donc ça me paraît clair et net. Ça avait été instauré au moment où Arnaud Montebourg avait été président du conseil départemental. Ça continue. Et même parfois, ça nous infantilise un peu parce qu'on a parfois des obsèques dans la famille et ça n'est pas considéré comme une absence normale. Donc je voulais vous dire qu'il faut remettre les choses un petit peu telles qu'elles sont par rapport aux privilèges des parlementaires, etc. Moi je ne comprends pas parce que je ne vois pas du tout quels privilèges peuvent avoir les parlementaires. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir sur l'intervention tout à l'heure sur le nombre de parlementaires. Je ne suis pas sûre qu'il faille réduire le nombre de parlementaires. Il faut faire attention parce que autant, par exemple, je crois qu'il y a 10 parlementaires dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que c'est bien la peine qu'il y ait 10 parlementaires dans les Hauts-de-Seine? Je ne suis pas sûre. En revanche, en Saône-et-Loire, avec les distances à parcourir, le travail à faire, moi je suis dans la circonscription de Rémy-Robéreux, ça va d'ici l'évêque à Vernin-sur-le-Doubs en passant par Givry. Les journées ne font que 24 heures. Il a besoin de moyens, il n'en a pas assez pour faire le travail qu'il doit faire. Et évidemment, les habitants veulent voir leurs parlementaires comme ils veulent voir leur maire, et c'est normal. Et un parlementaire ne peut pas être à 120 km de distance à la fois en même temps. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit en ce qui concerne de la réduction du nombre de parlementaires. Je n'y serai pas défavorable avec une dose de proportionnelle, mais je pense qu'il faut faire attention. La dose de proportionnelle doit être calculée à l'aune de la réduction des nombres de députés au scrutin majoritaire. Et puis dernière question, monsieur le député, est-ce que c'est constitutionnel d'avoir des députés élus le même jour au scrutin universel, enfin au suffrage universel direct sur un territoire et des gens élus à la proportionnelle? Est-ce que c'est constitutionnel? Alors je ne peux pas vous répondre parce que la décision n'a pas été prise, mais dans l'analyse qu'on a faite du texte, oui, on peut très bien avoir alors par exemple au Sénat,
vous avez des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle, par exemple en Saône-et-Loire, qui sont élus à la proportionnelle. Par contre, vous allez dans la Marne, ou plus près d'ici, dans Lyon, je crois, c'est innommable. Hein? C'est pas le même territoire. Alors là, en fait, ce serait une liste nationale. Mais voilà. Apparemment, c'est constitutionnel. Enfin, l'analyse qui a été faite, notamment du Conseil d'État, parce que le texte est allé au Conseil d'État, ce serait constitutionnel. Après, il faut attendre que le Conseil se prononce. Parce que c'est vrai que la remarque est bonne. En fait, dans le projet de loi, le fait qu'on réduise le nombre de parlementaires et la loi qu'on vote, donc proportionnelle ou par circonscription, ça ne relève pas de la Constitution, mais c'est dans la loi ordinaire. Donc il y aura un contrôle du Conseil constitutionnel. Par rapport juste à la réduction du nombre, donc là, moi, c'est partagé. Hein. Est-ce qu'il faut baisser, est-ce qu'il faut augmenter, est-ce qu'il faut rester comme ça, etc. Juste, pourquoi à Neuilly ou dans les Hauts-de-Seine, il y a 10 parlementaires et qu'en Saône-et-Loire, on est 5? Tout simplement parce que c'est un problème de population. Et effectivement, problème de population. En fait, aujourd'hui, un député représente, et alors ça, par contre, ça, c'est dans la Constitution, représente 120 000 personnes. Et donc, avec la réforme, on passerait de 120 000 à 180 000, 200 000. Chaque député doit représenter. Et donc, c'est sûr qu'en Saône-et-Loire, le territoire est beaucoup plus grand par rapport à... Juste la différence qu'on ferait, et après je redonne la parole à monsieur, dans le découpage électoral, à partir du moment où on augmente le nombre, donc par exemple en Saône-et-Loire on passerait de 5 à 3, on évitera ce que vous dénoncez, c'est-à-dire le charcutage un peu électoral. Le découpage à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez la carte en tête, mais voilà, c'est horrible. C'est-à-dire que vous avez pris l'exemple de Rémy-Robérotte, qui est d'Autun, et sa circonscription, elle va d'Autun, elle passe par une partie de la côte chalonnaise, et elle va jusqu'en Bresse. Sur le Chalonnais, il y a 3 députés. Alors c'est moi qui suis là sur la plus grosse partie de Chalon et des alentours, mais il y a aussi une partie de Chalon Nord de Cécile Untermeyer, et puis Rémy-Robérotte, Mercuret, Dracilfort, etc., qui sont sur la 3e circonscription. Mais ça résulte de quoi? Ça résulte de combine électorale et de charcutage électoral quand on a redécoupé la carte en 2010. Si on passe à 3, il n'y a plus de possibilité, parce que là, il y aura 3 grosses circonscriptions, et donc là, on sera sur des bassins de vie. Et donc là, on aura, en gros, en Saône-et-Loire, si la réforme passe, mais il y aura le député du Chalonnais au sens large, c'est-à-dire Chalon, Côte-Chalonnaise et une partie de la Bresse, Mâcon, le sud du département, et puis l'ouest du département, pardon, avec Autun, le Creusot, et donc là, on respectera les bassins de vie. Monsieur. Je suis pas sûr qu'avec 3 députés, on arrive à respecter les bassins, parce que là, vous avez fait une grande circonscription avec le nord et l'ouest, si j'ai bien compris. Non, Charolais et Autun en même temps. Ça peut bassin de vie. Mais de toute façon, moi, je voudrais rebondir là-dessus. C'est que sur le nombre des députés, reprendre les propos qu'a tenus Cécile Untermeyer, vous étiez là, je crois, mais je crois que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ça. Et donc, elle disait qu'il fallait faire attention à la diminution du nombre de députés, parce qu'elle, en tant que députée, son vécu de députée, c'est qu'elle doit lutter contre 2 choses principales, les lobbies et la haute administration, ou l'immobilisme de l'administration. Et donc, notamment face à l'immobilisme de l'administration, s'il y a moins de députés, eh bien les décisions seront plus entre les mains de l'administration. C'est le risque de la technocratie. Si le député n'a pas le temps d'étudier la loi, n'a pas le temps parce qu'il y a trop de projets de loi, etc., parce que ça va trop vite, parce qu'il n'a pas assez de collaborateurs, eh bien c'est la technostructure qui va le faire. Hein, c'est l'administration. Donc c'est un risque. Je ne dis pas que c'est la seule chose qu'il faut prendre en compte, mais il faut le prendre en compte. Et puis, deuxième chose, au sujet de la démocratie, là c'est un thème qu'on a abordé au début, je reviens sur la démocratie pure, les sujets philosophiques sur la démocratie. Il ne faut pas oublier aussi, encore une chose que fait Cécile Untermeyer, ce sont les ateliers législatifs, le moyen d'associer les citoyens à l'élaboration de la loi sous forme d'ateliers législatifs, ce qu'elle fait dans sa circonscription de Brest, où avant qu'un projet de loi soit voté, elle réunit sur la base du volontariat des gens qui sont intéressés par le projet et qui peuvent donner leur avis. Je trouve cette expérience, elle n'est pas la seule à le faire en France, mais je crois qu'elle est la seule à le faire en Saône-et-Loire.
Donc c'est intéressant. Alors ça, c'est la pratique d'un député, c'est pas forcément. Non, mais ça me semble intéressant. Mais on pourrait la mettre au niveau national, et obliger les députés à faire ces ateliers législatifs. Ouais, ça, je ne sais pas si on faudrait obliger les députés. On peut tout faire, alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'histoire de la démocratie monsieur? Au niveau des députés, est-ce que, par exemple, en réduisant les députés dans le Cantal, en Lozère, il n'y aurait plus qu'un député pour faire tout le département. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire, au lieu de faire par surface, de le faire par habitant? Par exemple, alors, non, le principe de base du Conseil constitutionnel, c'est qu'il faut qu'il y ait qu'un député, alors après c'est des échelles, mais qu'un député, chaque député doit représenter à peu près le même nombre de population. Et même en Saône-et-Loire, la circonscription qui est la plus peuplée, c'est la mienne, c'est la 5e. Donc je vous ai dit 120 000, mais en réalité c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça va entre 95 jusqu'à 130, 140. Donc c'est une moyenne. Mais on ne peut pas aller tellement là. Par contre, par rapport à ce problème-là, c'est-à-dire qu'en Lozère, déjà à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un député. Donc comment on fait? Parce que le Conseil constitutionnel va accepter. Et comment on fait? C'est-à-dire que là, il faudrait. Donc il y a deux solutions. C'est-à-dire que le député pourrait être sur plusieurs départements. Le choix qu'on a fait, enfin le choix, non, il n'y a pas de choix qui a été fait, mais en tout cas, ce qui a été proposé, c'est de mettre dans la Constitution qu'il y ait obligatoirement, au minimum, un député par département. Et donc on resterait, alors c'est vrai qu'il y aurait, pour certains départements, et pour maintenir cette ancrage territorial, on restera en Lozère avec un député qui représente, je crois qu'en Lozère c'est 70 000, 60 000. Les faces, on aurait un député de Lozère qui représenterait 60 000 face à d'autres, par exemple en Saône-et-Loire, qui représenterait plus de 200 000. Mais on ne peut pas aller tellement au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il y ait moins de diversité dans les opinions politiques? Alors, bien sûr, c'est le risque dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le risque, en fait, dans le vote des législatives par circonscription, c'est ce qui s'est passé en 2017, mais c'est ce qui se passe aussi à d'autres moments, c'est le phénomène du fait majoritaire. C'est-à-dire dans la foulée de la présidentielle, avec ces députés qui sont en fait c'est des mini-présidentielles dans tout le territoire, le parti En Marche qui est représenté en 2017 au premier tour des législatives 28-30%, en réalité a 60% des sièges. Il y a cette accélération, ce fait majoritaire. Si on réduit le nombre de parlementaires, donc on réduit le nombre de circonscriptions et qu'on les agrandit, en réalité on va avoir ce phénomène inverse, c'est qu'on va avoir une accentuation du fait majoritaire. Donc avec 25% des voix, on peut se retrouver avec 75% des sièges. Et c'est pour ça que pour contrebalancer ça, pour que véritablement l'ensemble du spectre politique soit représenté, on met de manière parallèle une liste nationale où les députés sont élus à la proportionnelle. Et donc ça représenterait une liste de 70 noms, c'est à peu près entre 15 et 20%. Donc entre 15 et 20% de l'Assemblée seraient représentés au scrutin proportionnel. L'équilibre, il est là. Pour ceux qui veulent supprimer le Sénat, moi je trouve que le Sénat fait un excellent travail, que ce soit dans les petites commissions, les enquêtes, quand on s'adresse à eux, ils sont toujours là. Et bon, puisqu'on a une sénatrice, félicitations. Et vive le Sénat. Oui, c'est le concours parce que dans un pays où on n'aime pas les élus, et certainement à juste titre parce que certains font des bêtises, c'est réconfortant de voir que notre travail, tout simplement, il est juste connu. Parce que pour être allé plusieurs fois sur les ronds-points, pour avoir discuté, parce que je considère faire partie de la société civile, puisque j'exerce mon métier, que le jour où je ne serai plus parlementaire, je suis qu'un petit parlementaire de 4 ans d'âge, mais j'ai géré la commune de
moi pendant 17 ans. Donc je considère que je fais partie de la société civile puisque j'exerce un métier que j'avais choisi. Or, je n'ai pas choisi d'être politique. Mais ce que je veux dire, c'est ce métier que nous exerçons, quand on l'a choisi une branche professionnelle. Ensuite, on a une appétence pour la vie publique. Ensuite, je vais faire quelque chose pour ma commune. Puis après, ben voilà, on se trouve à gérer plus grand. Malheureusement, il y a tellement de gens qui ont dévoyé cette mission de service public qu'on en arrive à aujourd'hui à aller voir des gens en disant mais pourquoi ils ne nous aiment pas? Pourquoi ils ne nous aiment plus? Alors qu'on a tellement travaillé pour les communes, on a tellement fait, on s'est donné tellement mal, et comme disait le député tout à l'heure, comme disait aussi Claudette, j'assure que la grande majorité n'est pas des pour. La grande majorité, je vois mes collègues maires qui sont ici, je dis c'est H24, c'est tout le temps, vous partez en vacances avec votre commune, vous travaillez pour vos habitants en faisant le mieux de ce qu'on peut. Et on a toujours le téléphone avec nous, on est toujours prêts. Donc moi je suis au Sénat depuis 4 ans, je vous promets madame que je travaille beaucoup. Alors c'est normal, mais c'est normal et je ne vais pas m'en plaindre, si ça ne me plaît pas je m'en vais. Hein. Exactement, si ça ne me plaît pas je m'en vais. Par contre ce qu'il faut, avant de juger, c'est reconnaître. C'est reconnaître. Si on est trop à rien faire, c'est trop. Tout simplement parce que c'est de l'argent public et que nous sommes payés avec le travail des gens. Et ça moi j'en ai une grande conscience, de toute façon j'ai gardé aussi mon métier. Là, mon sujet, ce sont les violences sexuelles sur mineurs. Ça fait 18 mois que je travaille sur ce sujet. C'est un sujet lourd, difficile, vous en avez certainement entendu parler. Je suis allée vendredi soir à la Clette. Nous avons eu un débat avec 200 collégiens. Nous avons terminé le débat, il était minuit et quart. La Clette, c'est loin pour revenir. Donc le département, il est grand. Et contrairement aux députés qui ont une circonscription, un sénateur, il a tout le département. Mais nous avons un peu nos spécialités. Et c'est normal avec une forme d'appétence parce qu'on travaille mieux, on parle mieux de ce qu'on connaît mieux. Et c'est comme ça que les choses vont. Donc je conçois bien que vous avez jusque-là des politiques, mais il n'y a pas que des mauvais politiques. Et si vous n'avez plus de politique, eh bien nous aurons un pays qui va être divisé entre des technocrates, des gens qui feront uniquement de la technique, et puis de l'autre côté des gens en colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce pays-là qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut encore des débats d'idées avec des gens qui ne pensent pas la même chose? Raphaël n'est pas dans le même parti que moi, Isabelle non plus. Et c'est ça la vie de la France, la vraie démocratie. C'est de s'enrichir de nos différences. Et ça, c'est pas un vain mot. On ne gérerait pas la même commune de la même façon parce que les habitants ne sont pas pareils. Donc aimez un petit peu vos politiques parce que la démocratie, c'est notre chance. On disait cet après-midi à la prison, Churchill, il a bien dit ça, il a dit que c'était le moins pire des régimes. C'est pas parfait. Il y a des gens qui font peut-être des bêtises, mais au moins, avec une démocratie, vous avez des vrais gens. S'il n'y a plus nous, on mettra plein de techniciens, et puis on vous dira, oh ben non, ça, un législateur, c'est pas possible. Moi, je dis, pourquoi c'est pas possible? Comme le titre du livre, ou monsieur le ministre, c'est pas possible, c'est pareil. Vous savez, l'immobilisme est en marche. Hein. Excuse-moi, Raphaël. Non, justement. Donc, faites confiance aux vrais gens. Faites-nous confiance quand il y a vraiment la plupart des politiques sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se donnent du mal et qui sont, mais foncièrement, qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour leur pays. Vraiment. Il faut sanctionner les mauvais. Vous faites la chirurgie, des amputations, madame, peut-être, mais ça, c'est pas mon domaine. Alors, monsieur. Et alors après, il faut qu'on parle fiscalité. Oui, démocratie est vraiment un sujet vaste, je ne vais pas être revenu sur d'autres points. Mais pour moi, la démocratie, c'est aussi la liberté, la défense de la liberté. Moi, je suis attaché à ça. Alors, j'ai une proposition. De plus en plus, les collectivités territoriales se dotent de moyens de vidéo sur l'espace public. J'ai entendu que Nice faisait de la vidéo à reconnaissance faciale. Donc, à titre humoristique, je rappelle qu'aux États-Unis, ils avaient fait une
par un magistrat, à la façon de savoir où vont les données et contrôler ces données. Un meilleur contrôle de la vidéosurveillance. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention sur l'histoire de démocratie? Alors, sinon, l'autre débat de la soirée, l'autre thème, c'était la fiscalité. Donc ça, c'était un peu... c'est ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez, c'est l'augmentation de la taxe carbone et l'augmentation du plein à la pompe, qui a déclenché ça, et où, même si la mesure a été annulée, le mouvement a continué, et donc, alors c'est quelque chose que je vois, et alors moi je peux vous dire, dans les 8 réunions que j'ai organisées, et même celles auxquelles je suis allé, le ras-le-bol fiscal ou même le consentement à l'impôt, c'est évident que c'est quelque chose qui remonte dans les différentes expressions en permanence. Alors quand on regarde, alors non, je ne vais pas continuer, je ne vais pas parler, je vais vous laisser vous exprimer. Est-ce que sur ces histoires de fiscalité, il y aurait des propositions, ISF, nouvelle tranche, baisse des impôts, quelles propositions à faire sur les différentes baisses? Il n'y a pas une intervention? Monsieur, allez-y. C'est simplement que je pense qu'il faut déjà, avant de parler de fiscalité, parler de dépenses publiques. Dépenses publiques, ça va ensemble, ça va ensemble. Comment on peut faire, hein, on doit atteindre 56 et quelques pourcents du PIB en dépenses publiques. Exactement. C'est le plus élevé au niveau européen, c'est le plus élevé. Le budget le plus élevé. Bon, il y a quand même un problème. Donc, oui, mais vous ne pouvez pas penser, vous allez pas penser. Au niveau pourcentage fixe, c'est vraiment la France qui a le pourcentage. Donc la première urgence, c'est de faire ménage, quoi. C'est de rendre efficients déjà les services publics, qui ne le sont pas tout le temps, autant qu'il le faudrait. Quand on est dans le privé, moi je vais vous dire, je vais la faire courte. Moi j'étais dans le privé, dans le secteur associatif, j'avais une mission de service public sur fonds publics, de statut privé. C'est-à-dire, si je ne faisais pas mon chiffre d'affaires, je mettais la clé sous le paillasson et je licenciais les 50 salariés de la boîte. Okay. Donc, rien que ça, si vous voulez, ça stimule pour faire en sorte que vous ayez un budget en équilibre. Si en plus, nous on était dans des activités à caractère humain, si en plus vous avez un projet un peu noble, où il y a de l'humanité dedans, où il faut faire société alors qu'on est différent, etc. C'est pas toujours facile pour certains, comme vous le disiez tout à l'heure. On a le souci du denier public, du moindre euro. Vous voyez? Et je pense que ça pourrait. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner comme ça dans un certain nombre de services publics? Moi, quand je vois dans certaines administrations le nombre de directeurs de service, si vous voulez, le nombre de gens qu'on nomme cadres, le nombre de gens qu'on recase, le nombre de copains qu'on place, le nombre de privilèges, la gabegie dans certains services, et j'ai été aussi moi hospitalisé plusieurs fois, on ne peut pas dire qu'on manque tout le temps de moyens à l'hôpital, c'est pas vrai. Dans certains hôpitaux, oui, dans d'autres, non. Il y a un problème d'organisation des services publics, pas que... Alors, monsieur, allez-y. Non, je pense que... Le micro ou pas? Non. Non, mais je pense que le malaise, il est beaucoup plus profond que ça. Allez, micro. Bon. Alors, excusez-moi. Je pense que le malaise, il est beaucoup plus profond que ça, parce que on débat sur le nombre de parlementaires, il y en a trop, il nous coûte trop cher, etc. Parce que j'aimerais savoir, c'est le ratio, le pourcentage par rapport au PIB, combien ça nous coûte. Et je trouve que... De quoi? Combien ça vous coûte quoi? Les parlementaires... je vais vous répondre tout de suite, monsieur. Je vais vous répondre tout de suite. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est dans Parce que quand on fait des ratios, et on le voit bien dans les copropriétés, quand on annonce que les espaces verts, ça coûte tant, d'accord? Et quand on fait ça, et quand on fait les règles de 3 par rapport au tantième, et qu'on explique aux gens, on dit, ah, oui, c'est 20 €. Ben oui, mais quand on donne la somme globale, ça fait mal.
Et les gens ne comprennent pas ça. Et je pense que le problème aujourd'hui, à la tête, je parle, parce que ça fait des années que ça dure bien, c'est tout le monde. Le gros problème, c'est qu'on n'explique pas. On ne va pas dans le détail. On fait des effets d'annonce. On annonce tout électrique, plus de diesel, etc. Plus de chauffage au fioul, plus ça, plus ci, plus ça. On annonce ça comme ça. Alors, mettez-vous à la place des petits gens qui viennent d'acheter une chaudière. On leur dit bon. Ou le monsieur qui s'est fait mal au ventre pour acheter une voiture diesel. Oh. Alors, je pense que le malaise, il est là. Il est là, on devrait expliquer, pas faire des effets d'annonce, revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on dit ah, peut-être quand même que le diesel, il n'est pas si nocif que ça. Donc, tous ceux qui ont acheté des voitures d'essence, ils disent oh, j'ai regardé ma voiture, puis aujourd'hui, on me dit tu aurais peut-être pu la garder. La deuxième chose aussi, quand on parle du tout électrique, il faut expliquer. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si on veut faire du tout électrique, premièrement, il faut construire les voitures. Alors, une voiture électrique, c'est quoi? C'est 4 moteurs brushless, un peu d'électronique, une caisse. On est d'accord. Combien d'emplois en moins? Qui va pouvoir réparer les voitures? Les concessionnaires, et bien sûr, les factures vont augmenter puisqu'ils auront le monopole. Ensuite de ça, les batteries. Qu'est-ce qu'on fait des batteries? Vous savez très bien que pour construire une batterie, aujourd'hui, on pille en Afrique, on pille un peu partout dans le monde entier pour avoir des composants. Alors comment on fait? Après, comment on recycle? Alors on se met, est-ce qu'on met chez nous, chez les voisins, etc., etc. Et je pense que tous ces effets d'annonce nous expliquent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, l'électrique, 430 de plus. Si on veut alimenter les voitures, c'est tout électrique. Mais ça, on ne l'explique pas dans le détail. Et pourquoi on ne l'explique pas? Il faut aller potasser, il faut se renseigner. Alors, c'est vrai que les 3/4 des citoyens ne croient pas à la politique parce que ils n'ont pas la notion de pouvoir aller dans le détail sur Internet parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, il y en a, ils n'ont pas aussi les facultés, etc., etc. Alors, tout ça, je pense que ça fait un malentendu et ça pose problème. Et là, je n'aurais fini après. L'Europe, parce qu'on n'en a pas parlé de l'Europe. Alors, je vais vous dire, l'Europe, on nous a fait voter, c'était la panacée, c'était ci, c'était là, etc., etc. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait l'Europe sociale. C'est la première chose qu'il fallait faire. Et la deuxième chose, on s'aperçoit aussi que nos copains européens, tout le monde tire la couverture à soi. C'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est partagé. C'est pas de dire vous êtes riche, vous payez. Non, il faut que tout le monde paye consciemment et que tout le monde travaille dans le même sens. Voilà, j'en aurais fini. Merci. Alors, plus d'informations sur les dépenses publiques, juste pour vous répondre à un chiffre, juste un chiffre. Sur, vous demandiez combien le coût de la démocratie en France dans les dépenses publiques. Sur 1000 euros, pas par rapport au bien, 1000 euros de dépenses publiques aujourd'hui, 1000 euros. Il y a entre 250 et 300 euros qui sont consacrés au financement des retraites. 200 euros sécurité sociale, les hôpitaux, etc., etc. Le coût de la démocratie, c'est-à-dire ce que coûte un député, ce que coûte un sénateur, ce que coûtent des élus, ce que coûte le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ce que coûte le fonctionnement de Matignon. Le coût de la démocratie aujourd'hui, parce qu'on vit en démocratie, le coût de la démocratie, sur 1000 euros, c'est 1 euro. Voilà. Il y a un rapport. C'est 1 euro sur les 1000 euros. Alors, juste cette petite parenthèse, qui est-ce qui veut, monsieur, vous donner de la tête? Vous voulez intervenir? Allez. Vous faites des comparaisons qui ne sont pas justes. C'est déproportionné ce que vous dites là. Bah, c'est la réalité. Vous êtes quand même, pas l'ensemble, vous êtes, vous faites parler en coefficient. Mettons, vous avez 0,0,1 par rapport à ce que vous parlez de notre
combien peut coûter un hôpital, combien peut coûter le retraite, tout ça, c'est ça que je veux dire. Donc vous faites parler des chiffres. Mais quand on parle à l'unité, votre salaire, le salaire de celui qui ouvre la portière, le salaire de celui qui coûte 9 000 euros pour couper les cheveux, c'est ça qu'on veut parler. On ne veut pas parler de ce que coûte l'ensemble de tout ça. Vous comprenez? Si on parle à l'unité, eh bien, par rapport à quelqu'un qui s'y lève à 3 heures du matin pour faire 8 heures par jour, pour travailler 43 ans, 45 ans, et puis par rapport à vous, par rapport à ceux qui sont élus, ben, je dis à un certain moment, il y a un décalage, c'est tout. Voilà ce que je veux dire. C'est ce que vous pensez, monsieur. Non, c'est pas ce que je pense, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi. C'est les salaires qui parlent. Et quand je vais vous répondre, madame, je vous connais un tout petit peu, je sais le travail que vous avez fait sur Châtenois, et c'est très bien. Hein. Alors, pourquoi on regarde les élus d'une certaine façon péjorative? Ce n'est pas spécialement la France, c'est le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de clarté. Il y a eu trop de magouilles, il y a eu trop de gens comme ça. Et ça vient aujourd'hui avec Internet. On a les nouvelles tout de suite. Avant, on ne savait pas, on était ignorants. Aujourd'hui, on est un tout petit peu moins ignorants, même si on ne comprend pas bien. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous regarde, vous élus, parlementaires, tout ça, avec une vision tout à fait différente de ce que vous dites. Moi, est-ce que je sais ce que vous faites exactement? Vous me dites, moi, je travaille H24 heures. Je ne sais pas si vous travaillez. Quel est vraiment votre rôle? Je vous ai déjà, l'autre jour, je vous ai demandé. Qu'est-ce que vous faites exactement? Le simple citoyen, il ne le sait pas. Est-ce que moi je suis toujours dans votre comment je dis, permanence ou tout ça, à voir ce que vous faites? Tandis qu'il y a des pays comme les pays scandinaves, tout est affiché. Je vais sur Internet, je sais ce que mon député gagne, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a répondu à un député un jour? Moi j'ai pas le temps de faire des notes de frais. Non, moi j'ai travaillé des notes de frais, je le faisais au centime. Et je roulais en deuxième classe, peut-être même s'il pouvait faire mon travail, il roulait dans le wagon à Biscuit, il l'aurait fait. Voilà la différence entre vous et moi. Et vous et le peuple qui est là. Non, c'est pas de la démagogie que je vais faire, c'est de la réalité, c'est ce qu'on nous montre. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, après, je comprends que nous avons besoin d'une démocratie. Alors, je réponds à madame la sénatrice. Peut-être que de mettre un peu de excusez-moi, je ne sais pas ce que vous êtes. Excusez-moi, j'avais compris que vous étiez sénatrice. Excusez-moi. Donc, mettons un peu de référendum à l'intérieur avec un peu de proportionnel. Et tout ça, peut-être que les choses arriveront à diminuer, s'il faut diminuer des députés ou pas. Est-ce que nous, moi j'ai toujours posé des questions, moi je ne suis pas là pour dire il faut faire comme ça, non, on travaille, c'est ça qu'on est en train de faire. On ouvre le dossier, on en parle, on nous explique, on essaie de comprendre et puis d'avoir aussi un consensus avec vous. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur. Monsieur. Je veux dire au niveau du CIT, mais je trouve qu'avant si on voulait avoir vraiment des rentrées d'argent, il faudrait que les gens travaillent. Il y aurait 4% de moins de chômeurs sur le territoire. On a un financement beaucoup plus important. Donc on pourrait diminuer les impôts. Et surtout, et en plus, pour le système social à la française, qui date de 1945, il est fait au niveau des 30 glorieuses. En ce moment, vu le nombre de chômeurs qu'il y a, il n'y a que 43% qui payent l'impôt. Comment on fait? Sinon, il faut diminuer les retraites, il faut diminuer les remboursements de sécu, tout ça. Alors, tout le monde paye la TVA, tout le monde paye la CSG. Oui, la TVA. L'impôt sur le revenu, c'est payé que par moins d'un Français sur deux. Et après, monsieur. Je connais je suis un ancien chef d'entreprise. Bon, ce que je trouvais bien dans le programme de M. Macron, c'est qu'il avait promis une stabilité. Enfin, de ne pas changer, il avait promis de ne pas changer les règles fiscales à tout bout de champ, ce qui a été précédemment fait. Je crois que c'est un pays où on paye énormément d'impôts et où on ne reconnaît pas assez d'entreprises
les PME particulièrement, les artisans, tous ces gens qui emploient et qui font vivre le pays. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reconnaisse un peu plus ces gens-là, qu'on arrête de taper sur les riches, parce que ce sont les gens qui investissent et qui font vivre beaucoup de gens. Donc si on les fait fuir, on l'a fait déjà, pas mal, eh bien on fait venir les assistés, et les assistés, c'est quand même ceux-là qui coûtent très cher au pays. Oui, madame. Non, laissez madame, chacun. Moi, madame, je ne vous ai pas interrompu. Chacun s'exprime. Moi, je dis. Non, c'est pas un mot. Bon, il y a des gens qui travaillent. Des aides sociales. Il y a des gens qui travaillent et qui sont payés à un niveau insuffisant. Je trouve que les gens qui travaillent devraient gagner beaucoup plus que les gens qui reçoivent des aides publiques. Et je ne trouve pas normal que, et j'aurais trouvé normal que les salaires, les bas salaires soient augmentés largement sans que ça coûte à l'entreprise, mais au moins que les gens qui travaillent aient une rémunération digne. Je pense que ça faisait partie beaucoup des revendications des Gilets jaunes, ça. C'était pas les gens au chômage qui étaient tellement sur les ronds-points, mais c'est les gens qui travaillaient et qui avaient du mal à finir leur fin de mois. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense aussi que beaucoup d'artisans se donnent un mal fou, travaillent énormément et sont très embêtés tout le temps par des contraintes administratives, par des règles tracassières. Et je pense que là, on devrait faire un peu de police là-dessus, parce qu'on s'attaque toujours aux petits et pas dans les grandes entreprises. Elles ont les moyens, elles ont des conseillers, elles ont tout ce qu'il faut, etc. Mais les gens qui font leur entreprise, ils ont autre chose à faire que de faire de la paperasse et de répondre sans arrêt à des contraintes. Et que l'administration souvent se camoufle. Les gens prennent des décisions qui ne sont pas toujours contestables, ce qui est anormal. Quand une administration, vous devez répondre à une administration, vous avez 10 jours ou 1 mois pour le faire, et quand vous posez une question à l'administration, elle peut mettre des mois et des mois, et vous ne savez même pas qui vous répond, et de quelle façon ils vous répondent, quelle est la base juridique. Et ça, je trouve ça totalement anormal. Très bien. Monsieur ? Mon premier point, c'est simplement absolument, il faut qu'on avance pour réduire l'écart entre le haut et le bas. Enfin, ça me gêne de mettre haut et bas. Hein. L'écart, il faut que ça se réduise. Si ça ne se réduit pas, donc les salaires, les rentrées d'argent, etc., si on ne réduit pas, eh ben, on continuera de la même façon. On sait très bien, je n'ai pas de chiffres, aujourd'hui c'est pas mon rôle. Le deuxième point, je voudrais souligner que le service public est d'une nécessité absolue pour équilibrer l'économie, le social, et on oublie maintenant l'indispensable, le climat. Si on ne joue pas sur ces 3 éléments pour rééquilibrer une façon de vivre, d'être... Alors, qu'il y ait des problèmes après dans les industries, voilà. Pour moi c'est important. Parce qu'on considère vraiment l'ensemble des citoyens pour avancer ensemble. Et c'est toujours gênant, il y a des mots qui blessent, peu importe, hein, pour ceux qui ne vivent pas ça, mais il y a des mots qui blessent parce que on juge, au lieu de prendre en compte. Et mon dernier point, c'est que pourquoi les citoyens se sentent moins concernés. N'oubliez pas qu'avant c'était la commune. La commune, il y a plein de dossiers qui s'en vont au grand Chalon. Hein. Ça veut dire que ça s'en va. Il y a beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'est l'importance de la commune. Il faut redévelopper l'importance de la commune, avoir toutes les possibilités de voir ce qui se passe. Oh non, 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 non. Voilà. Et souvent dans les rendez-vous, eh bien, on n'arrive pas à les avoir comme personne. Merci.
Monsieur. Hop là. Je voudrais vous parler d'une région qui n'est pas la nôtre, c'est le Pays Basque. Je connais très bien le Pays Basque. Et dernièrement, le BRB, si tout le monde connaît, c'est Bayonne anglais Biarritz. Donc, devant la mairie de Bayonne, il y avait l'exposition du trambus. C'est un bus qui fait 50 places, qui est tout électrique, 100% électrique, et fabriqué intégralement au Pays Basque. N'est-ce pas là une bonne solution pour la pollution déjà? Là, je voudrais continuer sur le progrès qu'ils ont fait et vous demander où en est les projets du président pour l'élaboration d'usines avec l'Allemagne pour la fabrication de batteries. Ça, moi, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je prends note. Je prends les coordonnées, je vous répondrai, mais là, je ne peux pas vous répondre. Désolé. J'ai pas parlementaire. Alors, monsieur s'est pas exprimé. Et après, monsieur. Allez-y. Merci. Bonjour, donc je suis retraité de Saint-Marcel, du Beaucôté de la Saône, et j'étais chef d'entreprise. Donc je voulais continuer sur ce qu'a dit monsieur. Une entreprise travaille avec son pognon, les politiques travaillent avec le pognon des autres. J'aurais aimé pouvoir essayer quand j'étais chef d'entreprise, ça n'a pas été le cas. D'autre part, la fiscalité commence où? Qu'est-ce qu'on appelle fiscalité? Au mois de juin dernier, j'ai entendu les services de M. Darmanin annoncer que la limitation à 80 km/h allait rapporter 1,23 milliard d'euros. C'est de la sécurité ou c'est de l'impôt? Alors, je ne sais pas d'où soit. Je n'ai pas entendu parler de ce chiffre. Alors, c'est sorti plusieurs fois. D'autre part, j'ai entendu les Gilets jaunes, c'était un petit moment, des gens demandaient une nouvelle tranche d'imposition. Alors, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, un journaliste d'Evren-Dieppe, M. Bernard Arnault, qui était déjà l'homme du Collège de France, ne payait pas un centime d'impôt sur le revenu. Ce monsieur est venu s'expliquer à la télévision, expliquer fort courtoisement qu'il ne payait pas d'impôt, mais qu'il avait volé personne, qu'il appliquait la loi. Donc la question, c'est de savoir, en France, à partir de quel niveau de fortune ou de revenu ne paye-t-on plus d'impôt sur le revenu? C'est tentant, hein. Oui. L'année dernière, au mois de février 2018, l'INSEE sort des statistiques. Avoir une photo de la France au 31 décembre. Pardon. L'INSEE donne des statistiques au 31 décembre 2017. La France a 39 milliardaires au 31 décembre 2017. Courant de l'année 2017, le revenu, la fortune de ces gens-là a augmenté de 21%. Je voudrais, monsieur le député, que vous fassiez le parallèle avec ma retraite. Et cette année, on n'a pas entendu parler de ces statistiques de l'INSEE. Est-ce qu'elles ont été étouffées ou est-ce qu'ils ont oublié de travailler? Non mais monsieur, si vous voulez me faire dire que le monde est injuste, oui, le monde est injuste. Il y a des gens qui gagnent plus. Oui. Ce qu'on regarde tout à l'heure, on a dit oui, voilà, il ne faut pas trop regarder les chiffres, etc. Il y a le chiffre de 56% de dépenses publiques de l'ensemble du PIB, et ça correspond aussi, enfin, le nombre de dépenses publiques, c'est en France l'une des plus fortes au niveau européen. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que ces riches, même si vous leur tapez dessus, etc., et ça a été dit tout à l'heure par M. Et on en a besoin en France. On a besoin des riches. Parce que, contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que certains pensent, on est un pays où la redistribution des revenus est extrêmement forte. Beaucoup plus forte en France, la redistribution des richesses, qu'en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Justement, avec ce chiffre dont on a parlé tout à l'heure, de 56% de pourcentage de la dépense publique par rapport au PIB. Donc on est un pays qui redistribue la richesse. Peut-être pas assez. Certains pensent qu'on pourrait s'exprimer et dire qu'il faudrait augmenter les impôts, il faudrait aller beaucoup plus loin. Et tout ça pour vous dire que ces riches-là, moi je ne suis pas Bernard Arnault, je ne fais pas partie
Mais ce sont des gens dont on a besoin. Parce que justement, on a un système, on n'est pas un pays où les gens s'expatrient, où ils ne payent pas du tout d'impôts, c'est pas vrai. Donc on a besoin des riches. Est-ce que quelqu'un peut réagir par rapport à ça, monsieur? Pour faire le lien avec Bernard Arnault, pour faire le lien avec Bernard Arnault, la Fondation LVMH, coût initial prévu et réalisé par l'État 180 millions d'euros, coût final 800 millions d'euros, 60% payés par le contribuable. Ça veut dire qu'on va s'enfiler 500 millions d'euros en plus. Alors ça, j'arrive pas à comprendre. Ah, moi non plus. Moi non plus. Ouais. Comment? C'est la Cour des comptes qui sortait ces chiffres-là. Faut que je regarde. Je comprends pas. Bernard Arnault est multimilliardaire. Il a fait une dépense qui fait 5 ou 6 fois ce qui était prévu initialement. Et c'est nous qui allons nous payer la différence. Si ça, c'est pas de la gabegie, c'est quoi? Vous voyez? Bon, je vais bientôt taire. Je pense toujours à des économies. C'est sans doute aussi une toute petite économie, mais enfin, c'est en cumulant les petites économies qu'on arrive à en faire des grandes. Et 322 sous-préfectures, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu... Alors, on a déjà réduit. Oui. Et les sous-préfets. Ah ben avec tout, il y a... Madame. Bonsoir, Bernadette de Saint-Jean, active, chef d'entreprise. Alors moi je suis depuis quelque temps très préoccupée par notre dette publique. Parce que c'est vraiment un thème qu'on aborde très peu. Cette dette publique, théoriquement, elle est quand même gérée, pratiquement, je pense qu'elle est gérée par l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui rembourse. Et elle rembourse avec quoi? Avec ses recettes. Ces recettes qui sont apportées par nos impôts. La dette publique, je me suis un peu documentée, elle est née officiellement avec la loi de finances de janvier 1973, dans laquelle il a été interdit à l'État d'emprunter auprès de sa banque et l'État devait partir sur les marchés financiers. Ce mécanisme a été mis en place sous une période où notre président en place était très malade, quasi mourant, et M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances. Ce mécanisme a été mis en place sans aucun mécanisme de protection dans la Constitution, notamment l'interdiction du déficit public. Ça n'est pas écrit dans la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes 50 ans après. Si mes connaissances sont justes, cette dette publique représente 100% du PIB. Alors, monsieur le député nous annonce que la dépense de l'État représente 56% du PIB. La dette publique, 100%. Alors, est-ce qu'on est actuellement un financement de 156% de notre PIB par l'État? J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, ou comment ça doit fonctionner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sens pas venir des hautes sphères de notre gouvernance une volonté d'aborder cette problématique de la dette publique, parce que c'est quand même de l'argent qui part tous les ans quelque part. D'après ce que je sais, 75% de notre dette appartient à des étrangers. 95% de la dette japonaise appartient aux Japonais. J'ai aussi l'impression que sur ces 50 dernières années, notre État français avait de très belles entreprises dont il était actionnaire. Il y a eu un vent de privatisation qui a fait qu'un certain nombre d'entreprises très rentables, l'État les a vendues, en fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de recettes qui vont vers l'État de ces entreprises-là. On critique beaucoup l'administration. Et moi, je suis chef d'une entreprise privée avec plein de difficultés et avec du personnel, mais j'ai un profond respect pour les gens qui travaillent dans l'administration. J'en côtoie dans mon cercle d'amis, dans ma famille. J'ai toujours eu en face de moi des gens sensés et qui sont comme vous et moi dans la vie. Et j'ai toujours trouvé qu'il y en a certains qui ont bien fait leur travail.
continuer à être gérés par des gens sensés qu'on côtoie. Voilà. Nous avons de belles écoles, nous formons des belles personnes, mais l'État, ces 50 dernières années, a vendu ses entreprises. Récemment a été vendu Alstom, qui possède une technologie unique pour fabriquer les porte-avions. Ça veut dire que si nous voulons fabriquer un porte-avions aujourd'hui, nous devons nous adresser aux Américains. Avec l'intégration européenne, nous avons abandonné une partie de notre souveraineté. Je pense personnellement que si on veut faire de l'écologie sensée, eh ben, il faudrait un plan. Mais le traité européen ne permet plus à l'État français de faire des plans. Ils ne se font pas au niveau européen. Alors, où sont les lobbies? Quel est le pouvoir réel de notre gouvernance dans ce pays pour imposer des choses qui feront avancer tous les peuples européens? Voilà, ce sont des questions que je pose. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas faire des économies. J'ai grandi, je suis née à une époque où la France n'avait pas de problème économique. Je suis née à l'époque du départ du général de Gaulle. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps d'économie. Mais il y a eu des générations de gens qui, quand ils travaillaient, ils produisaient de la richesse. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui n'est plus souverain, qui est miné par une dette trop importante et qui ne crée pas assez de richesse. Et je crois que pour le remettre debout, il faut vraiment aborder ces thèmes parce que nous sommes quand même un peuple qui a une fierté, à moins que la notion de France, de nation, de pays, est une notion qui est en train de devenir désuète, c'est-à-dire de choses que nous ne savons pas, qui sont décidées ailleurs, où on a décidé que la maison France devait être disséminée, qui doit disparaître dans un melting pot européen. Et voilà, donc ce sont toutes les questions qui se posent. Mais vous ne pouvez pas seulement parler d'économie. Je trouve que ce n'est pas ça la problématique. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou rebondir sur cette question de dette? C'est vrai que la dette publique, vous l'avez dit, ça fait 40 ans qu'on n'a pas voté un budget en équilibre en France. Et donc on se retrouve avec une dette publique qui est de 100%, et même qui a été aggravée avec la crise de 2008, parce que si on se replace plus 10 ans en arrière, on était à 56-57% du PIB, et ça a explosé avec la crise de 2008. Concernant la dette, il faut savoir qu'à l'origine des 30 Glorieuses, on était à 200% par rapport au PIB. Et ça a quand même pas mal tourné pendant 30 ans, ce qui a fait une grande partie de la... je ne pense pas qu'il faut être si obsédé que ça par la dette. Quand on compare aussi que notre pays est à 56% de dépenses publiques, c'est difficile de se comparer avec les Américains où par exemple les retraites ne sont pas du tout comptées dedans. C'est les fonds de pension qui les gèrent. Alors que nous, c'est quand même principalement le gouvernement, donc l'État. C'est pour ça qu'il faut relativiser ces 56%, il faudrait pouvoir vraiment comparer avec l'Allemagne aussi. Il y a énormément de choses qui sont gérées par le privé, alors que nous, c'est géré par l'État. Je suis à peu près sûr. Mais c'est pour ça, sortir des 56%, on n'est pas, je ne pense pas, le canard boiteux de l'Europe de ce côté-là. Et je ne pense pas que les Français accepteraient, enfin peut-être que je peux me tromper, mais qu'on abandonne notre système de retraite par répartition, où c'est l'État qui reçoit les cotisations, et après les redistribue auprès des retraités, et qu'on privatise la totalité de ce système. Il y a une privatisation, je ne pense pas que les Français l'accepteraient. Non, non. Mais c'est ce qui fait la spécificité, et qui fait peut-être que notre, mais aussi notre bien commun, notre République, qui fait qu'on considère en France que c'est à l'État de prendre en charge et que ce n'est pas au privé de prendre en charge ce risque qui est la retraite. Et j'aimerais éventuellement proposer quelque chose. Allez-y, bien sûr. Peut-être pas le cas de Bernard Arnault, mais il y a pas mal de personnes qui partent à l'étranger pour se défiscaliser. Est-ce qu'on ne pourrait pas lier ça à leur titre de français? Oui, faire un impôt sur la nationalité. Ouais. Les Américains de leur... Les Américains le font. Voilà. On va le faire, c'est aussi
faire un impôt sur la nationalité. Sachant qu'on est confronté à un autre problème qui sont les conventions, parce qu'on a des conventions fiscales. Parce que le Français qui part vivre en Angleterre ou aux États-Unis paye déjà des impôts. Donc il se ferait doublement imposer. Parfois plus, pas tout le temps. Ouais. J'ai vécu en Finlande et en Allemagne, ensuite j'étais imposée 40%. Ouais. Oui, bien sûr. Du coup, c'est difficile. Et donc, la mesure qui tourne actuellement, ce serait de mettre en place un impôt donc, sur la nationalité avec les pays qui n'ont pas de convention fiscale avec la France. Donc, ça serait un premier pas dans la porte. Mais on note, hein, on note. Comme les gens qui partent au Portugal, en 10 ans, ils payent pas d'impôt au Portugal. Il y a traité. Ouais. Au Portugal, en 10 ans, ils payent pas d'impôt. Alors, l'impôt sur la nationalité, en fait, ce serait de considérer que donc vous êtes français, vous avez fait vos études, vous avez été scolarisé, etc. Donc, il y a, parce que les écoles, ça coûte, etc., etc. Et donc, c'est un capital qu'on vous a offert, donné, un cadre, une éducation élevée au sein de la République. Et donc, ce fait que tout au long de votre vie professionnelle, même si vous partez à l'étranger, parce que c'est vrai qu'il y a eu. Là aussi, on reprend les chiffres. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu une explosion ces 10 dernières années. Et alors, ça, c'est lié aussi à la mondialisation. Mais du nombre de Français, je pense, moi, c'est un bien. Moi, je pense que c'est plutôt un bien. De gens qui sont partis à l'étranger, travailler à l'étranger. Il y a aussi l'inverse. C'est des gens qui arrivent, qui n'ont pas cotisé pendant des années et qui ont les mêmes avantages. Et qui payent aussi. Non, mais ils payent, ils commencent à payer, mais ils bénéficient des mêmes avantages que les gens qui ont cotisé pendant des années. Étranger, on prend le cas, un étranger qui arrive en France, qui est salarié, ou il cotise, il paye sa sécurité sociale et ses impôts. Après, il a face à lui Sa retraite ne vient pas de deux pays. Exactement. Il ne va pas prendre tout le montant en France. Mais il cotise. Un étranger qui arrive en France, même un Américain ou un Suédois qui vient s'installer ici, qui travaille, il cotise. Alors après, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est plus dans le besoin, ou plus pauvre, etc., lui aussi il cotise. Mais allez-y, rebondissez. Quelqu'un qui est monté dans un pays dans la misère, on dit qu'il a déjà utilisé dans ce pays de la traite, il arrive en France et au bout de 5 ou 7 ans, il peut toucher le minimum vieillesse. C'est quoi? Le minimum vieillesse sans avoir cotisé. On y choisit 5 ou 7 ans, je dis pas. Bon, allez-y, madame, allez-y. On ne parle pas beaucoup des célibataires, des veufs, des divorcés. Allez-y, je vous en prie. Qui sont, j'ai l'impression, qu'ils doivent tous payer tout le monde et qui n'ont droit à aucune aide, a priori. Parce que leur quotient familial, il est divisé par 1, donc voilà quoi. Donc vas-y, rack quoi. Ah oui, l'impôt sur le revenu est très fort. Ah oui, là, mais il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Moi, j'habite Chalon, je paye, je suis toute seule au foyer, je paye 212 € de taxes ordures ménagères et 1400 de taxes d'habitation. J'ai un bon logement, mais bon, c'est pas non plus un 15 pièces, hein, donc c'est un 3 pièces. Bon. J'estime que c'est exagéré. 212 €, moi je mets un sac de 10 litres tous les 10 jours à la poubelle. Quoi. C'est-à-dire que le célibataire, déjà, il est dans une situation où il n'a qu'un seul revenu. Il n'a qu'un seul revenu, il paye le loyer et tout. Mais par contre, les charges sont beaucoup plus importantes. Oui. Et elles ne sont pas mutualisées. Attention, c'est un terme un peu difficile, mais mutualisées avec une autre personne avec qui permet de mutualiser salaire dans le les charges. foyer, bien sûr. Et moi, je me considère encore assez chanceuse, mais il y a des gens qui sont retraités, qui sont tout seuls, qui sont soit divorcés, soit pas mariés, soit veufs, et qui n'ont pas mon salaire, parce que je suis encore active. Donc, écoutez, ok, très bien. Plus de justice sociale
de justice sociale c'est là vis-à-vis des célibataires. on se trouve, pas seulement les célibataires, les personnes seules. Et les personnes isolées, Les personnes seules. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas eu d'enfant et on nous fait payer. Alors on n'a pas apporté d'enfant à la nation. Ça, désolé. Mais là, on paye vraiment cher. Doublement. Parce que c'était pas une volonté de ma part. Allez-y, madame, allez-y. Je vous en prie. Le micro est où? Ah. Allez-y. Je vous en prie. J'habite Saint-Rémy. Plus près. J'habite Saint-Rémy, Eliane Bougie. Je voulais simplement vous dire que je suis veuve depuis peu et je me suis aperçue aussi, comme madame, que quand on se retrouve seul, on paye toujours plus d'impôts. Et ceci en particulier avec la suppression de la demi-part des veuves, décision qui avait été prise par M. Sarkozy et qui avait quand même été très peu appréciée. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même, ça grève quand même beaucoup le budget des personnes retraitées. Voilà. La suppression des demi-parts. Alors je crois qu'on l'a corrigé, enfin, on a corrigé une partie des effets, non? Pour les veuves. J'ai plus le truc en tête, mais je crois que... Les veuves, c'est pas normal. Donc, je note. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, madame. Par rapport à la fiscalité, et ça concerne vraiment les députés. Alors, il reste 4 minutes. C'est vraiment une question pour le député. Allez-y. Pourquoi, mais ça c'est un peu ancien déjà, pourquoi on a imposé sur la CSG qui est non déductible? Donc on paye une CSG et en même temps on a imposé dessus. Il y a peut-être encore une autre cotisation. Et ça date, il y a bien... Ça date de l'instauration, je crois. Oui, voilà. Mais est-ce que le député ne peut pas faire augmenter ça? C'est une aberration. Moi, je paye des impôts depuis toujours. Je suis d'accord. J'ai voté Macron, je savais que la CSG serait augmentée, mais que je paye sur ce que je ne perçois pas. On paye sur de l'impôt sur lequel on ne perçoit pas. Voilà. L'impôt sur le revenu. Et ça, c'est pas normal, ça. C'est un mode de calcul. On parle de transparence. Voilà. Je suis comme vous, je le déplore. Eh bien, faites quelque chose. Mais on ne peut pas tout faire. Le pays la TVA sur les taxes. Le pays la TVA sur les taxes. Alors ça, au niveau de l'EDF, les taxes, on paye la TVA. En plus. Tous les ans, on paye les taxes, on paye la TVA sur les taxes. Monsieur, on arrive à la fin. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé, pratiquement pas du tout, de fiscalité écologique. C'est un gros mot, pratiquement. C'est ce qui a motivé les gilets jaunes. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on ne renonce pas. Alors effectivement, les augmentations qui étaient prévues au 1er janvier ne pouvaient que provoquer une explosion sociale. 55 milliards à peu près sur plusieurs années. Oui, c'est 55 milliards sur plusieurs années. C'était un choc énorme. Il est normal que les gens... Ça avait été voté avant. Oui, je sais. C'est la responsabilité. Je n'accuse pas le gouvernement actuel de ça. Donc, bref, il me semble qu'il faut qu'on s'oriente vers une fiscalité qui incite les gens à moins prendre leur voiture, à davantage prendre des transports en commun. Et donc, effectivement, mais alors le problème, c'est que quand vous demanderez 1 euro d'impôt écologique, il faut que les gens le retrouvent sous forme de transport en commun accessible, sous forme d'aide pour isoler leur maison. Donc il ne faut pas abandonner la fiscalité écologique, mais il faut la rendre plus juste. Je crois que le Canada, enfin en tout cas une région du Canada a réussi ça. 100% de ce qui est prélevé est reversé aux gens. Alors là, on en était à 10%. Non, mais du point de vue écologique, est reversé aux gens en écologie. D'accord, l'impôt est fléché. C'est-à-dire que
je sais que c'est interdit normalement, on ne peut pas flécher les impôts en France, enfin, on ne peut pas affecter une taxe. Là, dans les 55 milliards qui étaient prélevés, je crois qu'il n'y en avait que 5 qui revenaient aux gens sous forme d'aide pour isoler leur maison ou pour, sous forme écologique. C'est pas normal. Si vous demandez aux gens de payer plus cher pour rouler au diesel, plus cher pour se déplacer ou chauffer leur maison, il faut qu'ils aient l'équivalent en aide pour isoler leur maison ou pour prendre le transport en commun. Oui, bonsoir, Mathieu. Alors, comme l'impôt et les finances publiques sont souvent un sujet d'insatisfaction, souvent injustement, moi il me semble quand même qu'il y a un pas qui a été franchi positivement récemment, qui est quand même, c'est pas faire de la promotion du gouvernement, mais il y a quand même un pas important qui était que pour la première fois on s'est posé la question de fiscaliser les GAFA. Qui est quand même un pas qui reste de l'ordre peut-être du symbolique pour l'instant, même si c'est un symbole à 500 millions, mais qui est un premier pas. Donc un symbole à 500 millions, c'est déjà quand même un symbole intéressant. Mais par rapport à leur chiffre d'affaires, ça reste symbolique. Donc c'est quand même un premier pas qu'on a tenté de porter au niveau européen, qui n'a pas pu être porté au niveau européen, qui n'a pas pu être porté au niveau du franco-allemand, et qui a été porté par le gouvernement actuel. Je pense quand même que c'est un signe assez fort, sur lequel on ne communique peut-être pas assez. Je pense que c'est un signe d'autant plus fort qu'on rentre dans une période d'élection européenne et que donc la capacité de l'Europe à parler d'une voie unique, c'est peut-être illusoire, en tout cas de converger vers une fiscalité à l'endroit des GAFA qui soit une fiscalité efficace et qui contribue aussi à marginaliser en Europe les pays qui, eux, ne veulent pas appliquer une fiscalité aux GAFA et restent encore des pays de la fiscalité avantageuse. Je pense quand même que, juste pour moi qui vais finir, mais pour essayer d'apporter une note positive sur cette question de fiscalité qui est toujours un peu douloureuse, c'est quand même un premier pas qui est assez convaincant, me semble-t-il. La taxe GAFA, donc GAFA c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, en fait c'est GAFA et Microsoft. Et donc il y avait ce phénomène de fuite fiscale, c'est-à-dire qu'ils vendaient des produits en France. Amazon, moi je suis allé sur Amazon, je le reconnais, on achète sur Amazon et en réalité les produits les recettes sont remontées en Irlande et ils ne payaient aucun impôt en France. En gros. Et donc on va mettre en place cette taxe qui va remporter, en principe, selon les calculs qui sont faits par Bercy, 800 millions par an. Alors, si, mais ça sera accepté. Ça sera accepté. On va le mettre on va le voter en France et après on l'imposera au niveau européen. Donc 800 millions. Donc après, c'est un premier pas. L'Allemagne n'était pas d'accord. Bon, je suis obligé de mettre un terme à ce grand débat parce que, en toute transparence, je repars à Paris parce que j'ai une réunion demain matin. Donc, vous voyez, député, je prends le dernier train. Ce matin, j'étais en réunion. Cet après-midi, j'avais un grand débat en prison auprès des détenus. Et puis, là, parmi vous, et donc je repars tout à l'heure. Alors je vous offre un verre de blanc, parce qu'on est en problème, je vous offre un verre de l'amitié. Et en tout cas, grand merci pour vos différentes contributions. Et puis tout ça sera remonté et les décisions du président du gouvernement. Donc c'est la fin du grand débat de Raphaël Gauvain au Clos Bourguignon. C'était donc son dernier grand débat. Merci de l'avoir suivi. Voilà, merci.